Alors, rebonjour à tous et à toutes. Dans cette seconde vidéo, on va continuer ici les méthodes de résolution d'exercices sur les vecteurs. Ici, on va beaucoup plus s'attarder sur les applications des produits scalaires et produits vectoriels. Parce que dans la première vidéo, on a vu une introduction générale, une introduction qui vous montrait des formules. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir concrètement, en tant qu'ingénieur, à quoi ça peut bien servir. Quelles sont les applications, entre autres géométriques, que je vais pouvoir tirer de mes formules. Alors, je vous rappelle que pour calculer un produit scalaire, il y avait deux méthodes. D'accord? Donc le produit scalaire entre A et B. Donc c'était la norme de A fois la norme de B fois le cos de l'angle entre les deux. Je ne mets pas de vecteur car ce n'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Mais je pouvais aussi le calculer comme étant XA, XB, YA, YB, ZA, ZB. Alors, la première application concrète que je pourrais vous demander, c'est en fait de calculer l'angle entre deux vecteurs. Comment est-ce que je fais ça? Alors, pour calculer l'angle entre mes deux vecteurs, je vais en fait isoler le cos θ ici. Parce que θ, je vous ai dit que c'est l'angle entre les deux vecteurs. Donc du coup, à l'examen, vous aurez toutes les composantes, ou en tout cas, vous aurez les moyens de les calculer. Pour calculer les composantes d'un vecteur, je vous rappelle qu'on fait le point d'arrivée moins le point de départ, ou bien alors on utilise SOHCAHTOA, revoyez la première vidéo, et je divise par la norme de A fois la norme de B. D'accord? Donc ici j'ai une formule, cos θ, et après pour avoir θ, je peux juste passer cos de l'autre côté, ça me fait arc cosinus. Donc c'est XA, XB, YA, YB, ZA, ZB, et je divise tout par la norme de A fois la norme de B. Alors comment est-ce qu'on calcule la norme d'un vecteur? On la calcule grâce à Pythagore, donc c'est-à-dire que c'est racine carrée de XA au carré plus YA au carré plus ZA au carré. Et vous faites la même chose pour la norme de B, avec XB, YB et ZB. Donc ceci, ça vous donne un chiffre, d'accord? Imaginons que ça vous donne 4 par exemple. Non, pardon, le cosinus est un chiffre compris entre 0 et 1. Donc imaginons que ça nous donne 0,8. Pour avoir θ, l'angle entre les deux, vous faites arc cosinus de 0,8. Et ça vous donne du coup une valeur. Alors attention, on met bien la calculatrice dans les unités qu'on veut. J'accepte autant les unités en degrés qu'en radians, mais il faut me les mettre. Donc si vous mettez votre calculatrice en degrés, vous avez une réponse en degrés. Attention que si elle est en radians, votre réponse sera en radians. Donc si vous mettez un truc qui est en degrés et mettez radians à côté, vous avez 0 à la question, puisque les unités ne sont pas correctes. D'accord, donc ça c'est la première application, calculer l'angle entre deux vecteurs. Alors pour ça, il y a un protocole à suivre tout de même. Voilà, prenons un exemple, je vais vous définir un triangle qui est défini par 3 points, un point A, un point B, un point C. Alors ce que vous faites d'abord, c'est qu'on va d'abord créer des vecteurs. D'accord? Il faut créer des vecteurs dans les droites dont on veut calculer les angles. Donc allons-y, je vais créer deux vecteurs. Je vais créer ici un vecteur AB et un vecteur AC. Comment je fais? Je prends à chaque fois les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Ça te donne à chaque fois un vecteur. Donc ici j'ai un vecteur AB, ici j'ai un vecteur AC. Deuxième étape, maintenant j'applique ma formule. Donc toujours je crée les vecteurs. Ensuite je peux appliquer ma formule. Attention qu'à l'examen, si vous essayez d'appliquer la formule mais que vous ne créez pas de vecteur au préalable, ça ne marchera pas. Vous avez une formule mais il faut des vecteurs pour l'appliquer. On applique la formule sur des vecteurs et pas sur des points. Attention. Alors, si j'applique ma formule, qu'est-ce que ça va donner? En fait, je vais tout simplement remplacer tout ici. Alors, il y a une variante à cet exercice. Ce que je peux vous demander, c'est pas l'angle entre deux vecteurs. Donc ça, c'était le... Allez, ça c'était le A, on va dire. Je peux vous demander un truc qui est un peu similaire, mais en fait, je peux vous demander ce qu'on appelle les cosinus directeurs. Alors, c'est quoi les cosinus directeurs? Alors, pour comprendre ce qu'est un cosinus directeur, il faudrait déjà savoir c'est quoi un angle directeur. Alors, un angle directeur, c'est tout simplement en fait un angle entre mon vecteur A, qui ici, il sort du plan, il sort de la feuille, pardon, et les axes. Donc concrètement, comment je fais pour calculer ça? Donc d'abord, je vais créer deux vecteurs.
Alors le premier vecteur, on me le donne, il sera 2 dans l'énoncé. Le second vecteur, il faut le créer entre guillemets. Alors quel vecteur je vais prendre? Ben, soyons malins, je vais prendre les vecteurs unitaires. Je vais prendre ici mon vecteur i, parce que je le connais, hein, mon vecteur i c'est 1, 0, 0. Et j'ai un vecteur a, on va dire ici, qui vaut, je sais pas moi, 1, 2, 3, on va prendre un truc simple. Du coup, qu'est-ce que je dois faire pour appliquer ma formule? Ben tout simplement, je vais faire une première fois la formule avec mon vecteur i. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Ici, ben, je vais avoir mon vecteur a. Donc mon vecteur a, ses composantes c'était 1, 2, 3. Et je vais avoir mon vecteur b. Mon vecteur b, dans ce cas-ci, c'est mon vecteur i. Alors je le rappelle, i, c'est bien donné par 1, 0, 0. Donc ici, je mets 1, 0 et 0. Donc ici, ça fait 0, ça fait 0. Il me reste juste 1 ici. Je divise tout par la norme de a. Alors la norme de a, je la calcule très simplement grâce à Pythagore. Donc racine carrée de xa carré plus ya carré plus za carré. Et c'est quoi la norme d'un vecteur unitaire? La norme d'un vecteur unitaire, c'est 1. Donc dans ce cas-ci, mon vecteur unitaire, c'est i. Ensuite, j'obtiens donc un angle alpha. Cet angle alpha, c'est l'angle entre mon vecteur et l'axe des x. Si je veux avoir l'angle entre mon vecteur et l'axe des y, je fais la même formule mais avec mon j. Donc ici, au lieu d'avoir 1, 0, 0, en fait j'aurai 0, 1, 0. J'obtiens un autre angle, et cet angle, c'est ce qu'on appelle le bêta. Donc bêta, c'est l'angle entre mon vecteur et l'axe. Je peux refaire la même démarche avec les z, donc j'aurai un vecteur k. K, ce sera 0, 0, 1. J'applique la même formule, et j'obtiens du coup mon angle bêta. Alors alpha, bêta et gamma, ce sont les angles directeurs, et cos bêta, cos alpha, cos gamma, ce sont les cosinus directeurs. À l'examen, je peux vous demander les deux. Donc si je vous demande le cos directeur, vous vous arrêtez là, ce sera un nombre compris entre moins 1 et 1. Et si je vous demande les angles directeurs, vous passez cos de l'autre côté, ça vous fait arcosinus. Il faut comprendre que cet exercice, c'est exactement le même que celui-ci, sauf que, en fait, dans un cas, pour créer vos vecteurs, vous faites le point d'arrivée moins le point de départ. Dans l'autre cas, pour vos vecteurs, vous prenez le vecteur qui est donné dans l'énoncé, et vous prenez un vecteur unitaire de l'axe que vous voulez. Bien, donc ça, c'était les applications ici du produit scalaire. Alors, il y a quand même une formule importante pour l'examen. Je vous la mets en rouge. Imaginons que je vous donne déjà 2 cos directeurs et que vous voulez calculer le troisième. Alors, attention que cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma est égal à 1. C'est une formule à connaître. La démonstration est dans le calculus. Donc ici, si je vous donne ici cos alpha et cos bêta, vous passez tous de l'autre côté et vous isolez tout simplement ici cos gamma, tout simplement. Comme ça, vous ne devez pas commencer à le calculer. Alors ça, c'était le premier type d'application concrète du produit scalaire. Je peux tout simplement isoler cos θ pour tomber sur la formule ici. D'accord? Donc cette formule, c'est la formule universelle de l'angle entre deux vecteurs. D'accord? Pas à prendre par cœur, j'ai juste ici à isoler cos θ. Mais il y a un autre type d'application. L'autre type d'application, c'est ce qu'on va appeler les projections. Alors, comment est-ce que je vais faire une projection? Alors ici, mes projections, je vais avoir deux vecteurs. Je vais avoir un vecteur A et un vecteur B. Je vais prendre l'inverse, excusez-moi. Je vais prendre un vecteur B ici et je vais prendre un vecteur A là. Alors, c'est quoi la projection? En fait, je veux calculer la projection de B sur A. Donc, en gros, je veux calculer ce vecteur-ci. D'accord? Ce vecteur-ci, c'est la projection vectorielle de B sur A. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est calculer sa norme. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un angle θ, j'ai la norme de B. On se souvient de la trigonométrie. La longueur de ce vecteur, sa norme, ce qu'on va appeler en fait la composante de la projection de B sur A, ça va être tout simplement B cos θ. Le problème, c'est qu'à l'examen, je n'aurai pas la norme de B et je n'aurai pas cos θ. Par contre, ce que j'aurai, c'est ses composantes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à nouveau appliquer la formule de mon produit scalaire. Donc, je vous l'aurai écrit ici. Donc, c'est la norme de A fois la norme de B fois le cos entre les deux. Et c'est quoi? C'est XA, XB, YA, YB.
Alors je le fais en 2 dimensions, mais en 3D, il y aurait A, ZB. Et qu'est-ce que je vais isoler cette fois-ci? Attention, je ne vais pas isoler cos θ. Je vais isoler B cos θ. Donc mon A, je vais le passer de l'autre côté. Donc comme ça, en fait, ce que je vais avoir, c'est que la composante de la projection de B sur A, c'est-à-dire B fois cos θ, va être donnée par XA, XB, YA, YB, divisé par la norme de A. D'accord? Donc c'est un peu comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure j'ai isolé cos θ. Quand je veux calculer la longueur de ma projection, je fais B cos θ. B cos θ en pratique, je ne peux pas l'utiliser, je vais utiliser plutôt la formule ici à droite. D'accord? Donc ceci, ça va me donner un chiffre. Ce chiffre, imaginons que c'est 3 par exemple. Ben, ça veut dire que la longueur, la norme de ce vecteur, c'est 3. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler en fait une projection scalaire. D'accord? Alors moi, ce que je veux, c'est pas une projection scalaire. Moi, ce que je veux, c'est une projection vectorielle. C'est-à-dire que j'ai la longueur, certes, mais moi, je veux un vecteur. Alors pour avoir la projection vectorielle, je vais créer ici un vecteur unitaire qui est dans le sens de A. C'est comme ça qu'on crée un vecteur. C'est une norme fois une direction et un sens. Pour calculer un vecteur unitaire, on l'a déjà vu. Pour calculer un vecteur unitaire, je fais A et je divise chaque composante de A par la norme de A. Et j'obtiens bien un vecteur qui a la même direction, mais qui a une norme de 1. Donc en conclusion, la projection de B sur A, donc projection vectorielle, hein, c'est quoi? C'est une norme. La norme, en fait, c'est la projection scalaire. Donc la projection scalaire, en fait, la projection scalaire, je l'ai calculée précédemment, donc elle est ici. Donc c'est ceci. Dans mon exemple, ça valait 3. Multiplié par un vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire, c'est quoi? Attention qu'il est dans la direction de A. Certes, c'est B qu'on projette, mais B est projeté sur A. Donc ce sera un vecteur unitaire de A. Donc en fait, je dois multiplier tout ça par le vecteur A, dont je divise chaque composante par la norme. Donc une projection scalaire, que je trouve grâce au produit vectoriel, au produit scalaire, pardon, multiplié par un vecteur sur la norme de ce vecteur, c'est-à-dire un vecteur unitaire, le tout me donne ma projection vectorielle. Donc voilà, ça c'était le deuxième type d'application, c'est en fait calculer la projection scalaire et vectorielle d'un vecteur. Alors j'insiste, on trouve ici la projection scalaire grâce à B cos θ. B cos θ, on ne l'a pas, du coup je calcule grâce au produit scalaire. Et par contre, le vecteur unitaire, c'est bien dans la direction de A. Donc c'est A sur sa norme. Alors à présent, ça c'était les applications pour le produit scalaire. Il existe également des applications pour le produit vectoriel. Alors il faut savoir deux choses. Donc pour le produit vectoriel, premièrement, ce que je peux vous demander à l'examen, c'est de calculer un vecteur qui est normal à un plan. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comme je vous l'ai dit, le produit vectoriel, il donne justement un vecteur qui est normal aux deux vecteurs qui sont multipliés. Donc si vous avez 3 points, A, B et C, et que je vous demande de calculer un vecteur normal au plan formé par les 3, vous calculez un vecteur AB, vous calculez un vecteur AC, puis vous faites AC cross AB. Donc ici, règle de la main droite, si vous faites AC cross AB, vous avez un vecteur, et ce vecteur, il est perpendiculaire au plan. Si vous faites AB cross AC, je vous laisse faire la règle de la main droite, vous avez un vecteur qui est aussi perpendiculaire, mais qui va dans l'autre sens. Donc ça, c'est le premier type d'exo, calculer deux vecteurs perpendiculaires à un plan, par exemple. Deuxième type d'exo, il faut savoir en fait que la norme du produit vectoriel, c'est égal à la surface du parallélogramme qui est formé par les deux vecteurs. Donc ici, vous avez un vecteur A, un vecteur B. En fait, la norme de A cross B,
c'est égal à la surface du parallélogramme. J'ai bien dit la norme. Donc comment on faisait pour calculer le produit vectoriel? On faisait ici le déterminant avec i, j et k, avec les composantes de a, les composantes de b. J'obtenais un vecteur avec du i, du j et du k. Je calcule ensuite la norme de ce vecteur, c'est-à-dire la racine carrée de ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. J'obtiens du coup un chiffre, et ce chiffre, c'est la surface du parallélogramme. Alors, petite subtilité, si je vous demande pas le parallélogramme mais le triangle, il faut diviser par 2. Parce qu'on voit que dans un parallélogramme, il y a 2 triangles. Donc vous faites la même chose, sauf qu'à la fin, vous divisez par 2 si c'est un triangle. Donc voilà, ça c'est les 2 applications du produit vectoriel. Alors une dernière chose, ici, il existe un autre type de produit qu'il ne faut pas confondre avec les deux, c'est le produit mixte. Le produit mixte, c'est une fusion d'un produit scalaire et d'un produit vectoriel. Alors, qu'est-ce que c'est que le produit mixte? Alors, le produit mixte entre A et B, donc ça se note comme ceci, donc c'est un produit scalaire avec un produit vectoriel. Donc attention qu'ici j'ai 3 vecteurs, alors que d'habitude je n'en avais que 2. Pour le calculer, vous faites toujours un déterminant, donc c'est la même méthode, sauf qu'ici vous mettez les composantes de A, ici celle de B, ici celle de C. Vous refaites la même méthode, avec les barres qui vont dans un sens et puis dans l'autre, et vous obtenez un chiffre. Ce chiffre, c'est quoi? C'est le volume du parallélépipède qui est formé par mes 3 vecteurs. Et du coup, ce volume, le voici. Donc ici, on a un vecteur A, un vecteur B, un vecteur C. Donc le volume qui est ici, c'est le volume qui est calculé grâce au produit mixte. Alors, attention subtilité, dans le produit vectoriel, la première ligne, c'était des vecteurs. Ici, attention, j'ai déjà 3 vecteurs, donc je mets directement mes 3 composantes. Alors, l'ordre dans lequel on les met n'a pas vraiment d'importance. Alors du coup, à l'examen, concrètement, si je veux que vous calculiez un produit mixte, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, tiens, vérifiez que 3 vecteurs sont coplanaires. Si 3 vecteurs sont coplanaires, ça veut dire qu'ils appartiennent tous au même plan. Et s'ils appartiennent tous au même plan, en fait, le volume... Donc imaginons que A soit dans le même plan que B et C, le volume du parallélépipède sera nul. Imaginons que A est ici, dans le plan, le volume du parallélépipède, vu que la hauteur est nulle, ça vaudra du coup 0. Donc, en résumé, j'aimerais que vous calculiez un produit scalaire. Je vous demande de vérifier que 2 vecteurs sont orthogonaux. Pourquoi? Donc là, je vous fais un petit résumé rapide. Si 2 vecteurs sont orthogonaux, sont perpendiculaires, leur produit scalaire est nul. D'accord? Donc A, produit scalaire avec B, est égal à 0. Attention, 0 est un chiffre, pas un vecteur. Alors, pour prouver que 2 vecteurs sont collinéaires, donc vous devez prouver que A est égal à quelque chose fois le vecteur B. D'accord? Donc par exemple 2 fois B. Pour prouver que 3 vecteurs sont coplanaires, vous faites un produit mixte. Et vous démontrez que le produit mixte de A avec B et C est égal à 0. Pourquoi? Parce que ça veut dire que du coup, le volume du parallélépipède est égal à 0.